Après l'accident, Aamar vécut bien des aventures, des années difficiles, de très mauvais moments. Maintes fois, il revit la mort de près, si près qu'il lui arriva de ne pas la craindre. Dès le début de septembre, les Allemands, qui avaient envahi la France, le trouvèrent à Douai. Il fut capturé avec quelques jeunes compatriotes et expédié en Allemagne comme prisonnier de guerre. Il connut plusieurs camps, le travail forcé et les coups. Il passa 5 années dans un pays maudit, une plaine glacée et brumeuse, où il crut laisser ses os. Et pourtant il en revint. Jamais, au cours de cette période, il n'eut un ami ou quelqu'un qui voulut manifester quelque pitié à son égard, lui montrer un peu de bienveillance, avoir un geste, un regard qui pût lui réchauffer le cœur. Il fut seul, au milieu de milliers de gens qui se bousculaient, se rudoyaient, ruissaient, faisaient semblant de s'aimer. Il apprit petit à petit que l'existence est une ruade perpétuelle, comme dit le proverbe kabyle. Vint la libération, son retour à Paris, avec d'autres. Il était content d'avoir survécu. Il crut pouvoir recommencer, être heureux, comme au temps de l'adolescence. Il goûta un peu, lui aussi, à cette euphorie générale de tout un peuple victorieux. Car la guerre finie, la paix fut d'abord une autre espèce de folie, faite surtout de joie physique, toute pareille à celle d'une nature engourdie après la fonte des neiges. Mais Aamar n'avait rien d'un homme victorieux. Il ne savait plus s'armer que de prudence, de méfiance, pareil à certains êtres inquiets qui voient partout un danger, ou à ces malheureux désespérés qui ont manqué le suicide. Un homme ruiné, pitoyable, sans ressort et sans frein. Il avait besoin de se refaire. Beaucoup de ses compatriotes, prisonniers comme lui, revinrent au pays, se retremper dans leur milieu, revivre la vie des leurs, redécouvrir un sens à leur misérable existence et à leur émigration périodique. Ils revirent les parents, les amis, les ennemis, les chauffes, les propriétés. Ils construisirent une maison où se marièrent, puis s'en retournèrent en France, avec des résolutions précises. L'après-guerre fut une période de prospérité sans pareille pour les Kabyles. On embauchait partout. On ne les repoussait plus. Et les salaires s'élevaient chaque fois davantage. Ceux qui se faisaient camelots ou optaient pour des affaires louches réussissaient vite à acquérir de petites fortunes qu'ils allaient dépenser chez eux avec grand tapage et célérité pour se hâter de revenir. Aamar ne fit rien. Il n'avait aucun empressement et ne retourna pas à Erenesmen. Pourtant, lorsqu'il songe à son passé, cette période est encore celle qui lui laisse le moins d'amertume. Jusqu'en 1922, répète-t-il, je n'étais pas normal. Sa situation n'était pas stable, voilà tout. Il trouvait la vie absurde, la vie des siens d'abord,
se groupant là ou ailleurs, toujours en colonie, les uns économisant âprement pour acquérir plus tard le lopin du voisin ou un morceau de sa courette, s'éreintant comme bêtes de somme, avares, hargneux, mesquins, et une fois au pays plein de suffisance et d'égoïsme, les autres vivant sans souci et sans pudeur, gaspillant d'un seul coup leur paye, se retrouvant sans cesse dans la misère et accusant le sort, au lieu de s'en prendre à eux-mêmes. Après avoir changé 4 ou 5 fois de domicile et travaillé dans une dizaine d'entreprises, il décida, précisément en 1922, de s'établir à Barbès, au 97 rue Mira, chez Madame Garrett. Cette rencontre fut-elle fortuite? À présent, il peut l'affirmer. Il y voit un signe de la Providence. À un moment de chercher une chambre, Madame Garrett avait un petit hôtel de 80 clés. Toutes les pièces étaient occupées par des Nord-Africains, mais aucun Kabyle. Des gens ignares, plus ou moins noirs de peau, laids, mal vêtus, mal dégrossis, ne parlant que leur arabe guttural et enroué. C'était ce qu'il lui fallait. Se sentir un peu supérieur, retrouver de l'estime pour soi-même et une certaine confiance. Se faire passer au besoin pour un Européen et regarder de haut les Sidi que, quoique à bien réfléchir, il fallut admettre que ces Sidi avaient eux aussi le droit de se demander pour quel motif un Roumi authentique venait s'égarer parmi eux. En tout cas, il se sentit très à l'aise dès le début chez Madame Garrett. Ce fut un soir de paix lorsqu'il entra par hasard dans ce café. Un samedi, naturellement. Il errait loin de sa chambre comme d'habitude. Il entrait comme cela dans un bistrot, puis dans un autre, buvait son verre de rouge, toujours du rouge, et s'éloignait, l'air soucieux. Il avait commencé place de la Chapelle. Il arriva ainsi rue Mira et pénétra chez Madame Garrett. C'est peut-être le hasard, mais le hasard ne choisit pas. Bonjour madame, dit-il en s'approchant du comptoir. Un coup de rouge, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas une chambre à louer, reprit-il soudain, après avoir entamé son verre. Non, monsieur, il n'y a plus rien. Lucienne, appela la patronne. Voici quelqu'un qui demande une chambre. Il n'y en a plus, n'est-ce pas? Lucienne surgit d'un petit réduit sombre qui pouvait être la cuisine et qui débouchait directement devant le comptoir. C'était une femme assez jeune, mais laide à faire pitié, brune et solide comme un homme, sympathique malgré tout, bouche trop large, nez trop court, une cicatrice rose lui barrait le menton comme une ride insolite. La patronne était toute vêtue de noir, courte et potelée, mais pétulante, empressée. Elle était seule à servir et surveillait une vingtaine de clients bruyants qui commandaient à boire, jouaient aux dominos, frappaient sur les tables, riaient aux éclats, palabraient interminablement. Mais si, madame, dit Lucienne, le 4 sera libre lundi. Tu sais bien qu'il s'en va, Joseph, le grand noir. Oui, en effet, j'oubliais. Alors voilà, nous aurons une chambre mardi, ça vous va? Merci, madame. Merci, patronne. Tout à fait d'accord. Le temps de déménager.
Je vous paie tout de suite, si vous voulez. Et puis j'ai mes papiers. Vous me donnerez un petit reçu, n'est-ce pas? Tout ce que vous voudrez. Vous voyez, je ne loge que des Nord-Africains. Je ne m'en plains pas, hein, Lucienne. D'ailleurs, je les connais depuis toujours, depuis longtemps. Mais pas comme maintenant. Je les voyais de loin. Elle ne les aimait pas beaucoup quand j'étais à C. Ça alors, vous étiez à C, vous? Oui, un petit coin du nord, tout près de Lens. Je sais, je sais. Et à quelle époque, s'il vous plaît? Avant-guerre, naturellement. Vous connaissiez le café du Moulin, peut-être? Et même Madame Yvonne. Quel hasard! Écoutez, madame, nous sommes de vieilles connaissances. Je ne vous connais pas, et pourtant, je vous ai vu sûrement là-bas. Permettez-moi de boire une chope avec vous. Une chope, comme on dit là-bas, puisque vous connaissez madame Yvonne. C'est le bon Dieu qui m'a conduit chez vous. Pour sûr, j'ai vraiment, vainement cherché une chambre. J'entre ici et je trouve la chambre. Ah, nous sommes des pays, madame. Je n'aurais plus m'en aller de chez vous. Vous êtes resté longtemps là-bas, monsieur? Oh oui, longtemps. C'est dans ce coin que les Boches m'ont ramassé. Mais je n'ai plus osé y retourner. Non, le souvenir de là-bas ne me quitte jamais. C'est peut-être pour cela que, tout de même, je suis content de vous savoir du pays. Moi aussi, maintenant, je crois que votre figure ne m'est pas étrangère. C'est sûr que vous la connaissez? Madame Yvonne, mais oui, et beaucoup d'autres. Nous aurons le temps d'en parler. Bon, ne dites rien. Je vois que vous avez du monde. Merci pour la chambre. Bonsoir, la patronne. Bonsoir, mademoiselle. Et Amal s'en alla précipitamment, bouleversé par cette rencontre. Il s'installa donc sans tarder chez madame Garrett et ne la quitta plus jusqu'à son départ définitif. C'est de là qu'il partit directement pour Irilsmen. Chez elle, il se retrouva, pour ainsi dire, petit à petit, se reprit à vivre une nouvelle vie, une vie acceptable en somme, mais tout à fait banale. Dès le premier jour, au cours du repas, elle avait invité, madame Garrett évoqua les figures connues. Ils parlèrent d'André et même de Labah ou Hamouche, dont elle se rappelait la mort tragique. Son mari était gendarme. Amal pensa qu'elle avait dû peut-être le voir, lui, alors tout jeune et affolé à la gendarmerie. Madame Garrett n'aimait pas André et croyait fermement qu'il avait assassiné Labah par jalousie. Ainsi madame Garrett connaissait Yvonne. Ce fut là le trait d'union entre le passé et le futur. La guerre, les camps d'Allemagne n'ajoutaient rien à cet enchaînement providentiel. Rien, à part peut-être une accumulation de souffrances qui rend les hommes modestes en les obligeant à constater leur faiblesse. Il apprit que la petite Marie avait souffert autant que lui, qu'ils avaient été à la même école. Amal en est sûr, la volonté divine a tout fait. Marie et lui peuvent aujourd'hui être reconnaissants à la brave hôtelière, quoique, à bien y réfléchir, son attitude au début ait été un peu réticente. Amal se rappelle que, durant tout un mois, elle l'avait fait languir. Elle voulait sans doute l'étudier. Se méfiait-elle de lui? Craignait-elle qu'il eût de mauvais desseins? Surtout lorsqu'elle apprit que Rabah était son oncle.
Pourtant, chaque fois, c'est elle qui l'emmenait à parler d'Yvonne et de Marie. Mais tout devint clair à partir du moment où elle comprit pourquoi il désirait retrouver Marie et sa mère. Un soir, il lui raconta toute son existence passée, ses souffrances et ses tourments. Elle en fut émue jusqu'aux larmes. Un autre soir, à son tour, elle lui dit qu'elle avait revu la jeune fille. Depuis la mort de Labah, Ammar attendait un miracle, quelque situation déraisonnable, inexplicable pour tout autre que lui, qui le mettrait en posture d'expier ou de réparer. Dans son esprit, la petite Marie n'était autre chose que la fille de sa victime, une Kabyle, une cousine. Ils avaient bu tous les deux ce soir-là. C'était jour de paye. Lucienne était partie le matin. Madame Garrett ne fit aucune difficulté pour dire ce qu'elle savait. Elle ne demandait pas mieux que de prendre avec elle la fille d'Yvonne, mais sous la responsabilité d'Ammar, car la situation était assez difficile et délicate. Je préfère te dire qu'elle est entre les mains d'un homme, et il la tient. Je l'ai revue il y a 2 ans, ici même. Elle était bien habillée, son type aussi. Elle avait quitté sa mère. Nous avons bavardé, elle a passé la nuit ici. Ils sont partis le lendemain. Elle, je l'ai rencontrée de nouveau, il n'y a pas longtemps, méconnaissable. Elle a voulu m'éviter. Elle fit pitié. Amaigrie, mal vêtue, pauvre fille. Elle a eu un enfant, je crois. Je me demande si cet individu ne l'a pas abandonnée. Tu sais qu'elle est mineure encore. Pas pour longtemps, mais mineure. Moi seule, je ne peux rien pour elle. Cela pourrait me créer des ennuis avec la loi. Sans compter que je ne veux pas avoir affaire à son protecteur. Il loge dans le quartier, mais elle ne sort pas souvent. Je t'indiquerai son adresse. Tu pourras essayer de la voir. Tu n'as qu'à aller rôder rue Polonceau, pas loin du boulevard. Un petit café sur la gauche. Tu la verras sûrement. C'est ainsi qu'il put revoir Marie, pendant qu'il se dirigeait vers la rue Polonceau, ce dimanche matin, un matin du mois d'août, 6 ans après la catastrophe. Presque jour pour jour, quelque chose lui disait qu'il était au début d'une autre existence. Tout son être voulait que cette nouvelle ère qui allait s'ouvrir fût moins tourmentée, plus raisonnable, plus digne. Pour la première fois peut-être, il se fixait un but, mais n'avait pas peur. Il allait voir la fille de là-bas avec la certitude que sa victime l'approuvait. Ammar Oukassi peut arrêter là toute évocation du passé. Il y aurait certes un roman à écrire sur ce que fut ensuite son existence là-bas avec Marie, leurs joies et leurs soucis, les moments difficiles ou poignants, la lutte qu'ils durent mener tous deux pour s'assurer la paix et un peu de bonheur. Puis, à la fin, l'inexplicable nostalgie qui lui fit quitter la France pour répondre à l'appel impérieux de sa terre. Mais à quoi bon? Désormais, rien ne compte à ses yeux que le fait de se retrouver à Eresmen, au milieu de tous, pour occuper sa place. Il est là avec Marie, la fille d'Yvonne, et sans doute de là-bas. Ils ont l'avenir devant eux.